Vous écoutez Le Rhumatisme et moi, le podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Dans ce 17e épisode, nous parlons de la douleur, une fois n'est pas coutume, et de la dépendance aux antalgiques. Pour pallier les douleurs, il est courant de recourir à des antalgiques, qu'ils soient non opioïdes, comme le paracétamol, ou opioïdes, faiblement dosés comme le tramadol, ou fortement actifs, comme la morphine par exemple. Nous recevons aujourd'hui Pedro Ming Azevedo, rhumatologue spécialisé dans la prise en charge de la douleur chronique ou CHUV, et Philippe Schubach, président de l'Association suisse des fibromyalgiques, qui a lui-même vécu la dépendance à la morphine et qui a pu arrêter la substance par la suite. Bonne écoute. Bonjour à tous les deux, merci déjà d'avoir accepté cette invitation pour enregistrer ce podcast. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va bien, merci beaucoup. Ça va bien aussi, merci. Pedro, vous êtes rhumatologue spécialisé dans la prise en charge de la douleur chronique. C'est quoi votre parcours en quelques mots ? Voilà, je commence par parler de parcours de mon grand-mère qui était suisse et émigrée au Brésil entre les deux guerres. Et puis, je suis né au Brésil, je fais mes études en médecine au Brésil. Doctorat aussi au Brésil, en post-doctorat à Nouvelle-Zélande. Je suis à nouveau en Suisse depuis 5 ans. Philippe, à votre tour, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur vous ? Alors, moi j'ai 58 ans, donc à l'âge de 16 ans, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire la profession de chauffeur de poids lourd, que j'ai exercé pendant 15 ans, qui était un métier de famille. Après, j'ai été recyclé d'abord une première fois par l'assurance invalidité dans les bureaux suite à un accident. Suite à cela, en 2012, j'ai eu un pépin et j'ai dû arrêter de travailler en 2019. Et j'étais marié et j'ai 3 magnifiques enfants. Et comment est-ce que votre maladie, donc la fibromyalgie, est apparue ? Alors en fait, tout a commencé le 29 octobre 2012 à 9h le matin par un simple mouvement au travail. Donc, j'ai simplement mis le bras dessus le bureau, le bras droit pour aller chercher un stylo qui était tombé dessous avec l'autre bras. Et j'ai senti un déclic dans l'épaule droite. Et ce déclic, j'ai ressenti 3 fois dans la journée. Et le soir, en fait, à 18h30, je ne pouvais plus bouger le bras du tout. Donc, suite à ça, j'ai fait beaucoup d'examens. J'ai eu 2 opérations à l'épaule droite. Et en 2014, les douleurs se sont propagées dans tout le corps. Et c'est là qu'en fait, un médecin m'a diagnostiqué la fibromyalgie, qui a été validée par un autre médecin. Et ensuite, tout s'est enchaîné avec les douleurs et tout. Les douleurs, elles ressemblaient à quoi ? C'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment des douleurs musculaires, tendons et tout. Puis c'est vraiment dans tout le corps. C'est vraiment des douleurs générales dans tout le corps, partout. Et quand on touche ou quand on se frotte ou comme ça, c'est douloureux partout, quoi. Et c'est des douleurs qu'on ressent vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun répit. Pedro, c'est des douleurs que vous entendez souvent chez vos patients et patientes qui ont des maladies similaires que celles de Monsieur Schubach ? Oui. C'est intéressant parce que la douleur localisée, par exemple à cause de l'arthrose, elle peut se développer dans une douleur diffuse dans le corps au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la fibromyalgie secondaire. Elle a un problème derrière et à un moment donné, elle passe un composant central. Ça veut dire que le cerveau commence à provoquer une douleur partout dans le corps. C'est exactement ce que Philippe a vécu. Donc, elle a eu une douleur bien mécanique, localisée au début à l'épaule, mais à un moment donné, elle était douloureuse partout dans le corps. Puis Philippe, qu'est-ce qu'on vous a prescrit pour pallier ces douleurs ? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les discussions avec vos médecins, votre rhumatologue ? Alors au départ, je n'avais pas de rhumatologue. En fait, j'ai eu un orthopédique. Et l'orthopédique m'a simplement donné des antidouleurs normaux. Jusqu'en 2014, où mon médecin généraliste a commencé à me donner du tramadol. D'abord 1 fois 20 gouttes par jour. Et c'est après, en 2015, à partir de 2015, que les doses ont été augmentées progressivement. Environ tous les 6 mois, les doses ont augmenté jusqu'à arriver à des grosses doses, en fait. Puis les médicaments, dans un premier temps, est-ce qu'ils ont amélioré la situation ? Alors, au tout départ, oui.
Mais pour finir, pas. Et justement, chaque fois que je disais à mes médecins que ça faisait pas d'effet, en fait, que j'avais toujours autant mal, ils disaient, on augmente les doses, en fait. Et les médicaments, quels effets plus négatifs, disons, est-ce qu'ils ont eu sur votre santé ? Alors, c'était très compliqué parce que l'humeur change automatiquement, on devient plus, je dirais pas agressif, mais plus renfermé, on devient plus... je cherche le terme. C'est pas agressif, c'est... Irrité, voilà. Irrité, exactement, oui. Irrité et tout, on devient plus fatigué aussi, et c'est très compliqué à vivre tous les jours. C'était ça le problème. Donc il y avait le tramadol et il y avait la morphine aussi, c'est juste ? Oui, alors justement, après, les médecins, ils ont passé, au bout de 3-4 ans, ils m'ont passé à la morphine, parce que justement, le tramadol ne faisait plus effet. Et c'est là qu'ils ont dit, on va changer, on va aller plus fort, parce que le tramadol n'est plus effet. Donc, ils ont commencé avec la morphine. Pedro, c'est quoi les grandes différences alors entre le tramadol et la morphine ? Quelle substance est prescrite quand ? Bien. Dans la médecine de la douleur, là, c'est ce qu'on appelle les paliers. Et là, les premiers paliers qui sont le médicament, l'analgésique non opiacé, donc c'est le paracétamol, le métamizole et même les anti-inflammatoires qui ont aussi un effet antalgique. Donc ça, c'est les premiers paliers. Le deuxième palier, c'est ce qu'on appelle les opiacés faibles, comme par exemple le tramadol, le tapentadol. Et puis, il y a d'autres, par exemple le codéine qui vient souvent associé au paracétamol. Ça, ce sont appelés les opiacés faibles. Par contre, on sait que la question de fort et faible, c'est une question plutôt sémantique parce que c'est une question de dose. Avec une dose plus élevée, l'opiacé faible a le même effet et voire le même effet secondaire d'un opiacé fort et le même risque d'addiction que l'opiacé fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on a prescrit à Philippe de passer du tramadol à la morphine ? Voilà, le parcours de Philippe est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. En raison, c'est que c'est typique dans ce sens-là. Donc, on a mal, on recherche un médecin, les médecins nous donnent un antidouleur. Ça, c'est la logique, mais par contre, la logique va trop vite dans ce sens-là. Donc, il faudrait comprendre pourquoi elle est mal et traiter la source de la douleur et pas la douleur elle-même. Parce que le problème avec tous les antalgiques, surtout les opiacés, c'est que si on fait le corps se taire avec une substance, le corps va trouver une autre façon de dire que quelque chose ne va pas bien. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Donc, au début, le médicament marche et à un moment donné, il n'est plus suffisant. Là, par contre, il a une chose à dire que l'opiacé continue à marcher jusqu'à la fin. Toujours, il marche. Ça veut dire les moments où je le prends, il fait un effet, la douleur diminue. Mais le problème, c'est que jusqu'après, la douleur revient et plus élevée qu'avant. C'est ce qu'on appelle la hyperalgésie des opiacés. Donc, on a plus, c'est paradoxal, mais on a plus mal qu'avant de commencer à les prendre. Et exactement ça qui s'est passé avec Philippe, que à cause des opiacés, il avait plus mal, même si jusqu'à la fin, la prise d'opiacés le soulageait pendant quelques minutes. Philippe, comment est-ce que vous avez compris ça, que vous aviez quand même des douleurs malgré de grandes doses de morphine ? Alors, en fait, j'ai eu la chance, fin août 2023, de suivre le traitement multimodal au CHUV avec Pedro. Et c'est lors de ce séjour qui m'a fait comprendre, en fait, les effets néfastes de la morphine à long terme, en me mettant une pince à linge au bout du doigt de chaque main pendant 10 secondes. Et là, j'ai hurlé de douleur tellement que j'avais mal. Et c'est là, justement, qui m'a dit qu'en fait, la morphine à long terme provoquait justement de l'hypersensibilité. Et c'est là, en fait, qui m'a fait comprendre que c'était hyper mauvais. Donc, et là, on a discuté ensemble et il m'a vivement conseillé de suivre un schéma dégressif pour arrêter la morphine, de ne pas l'arrêter d'un coup et surtout d'être suivi lors de la baisse de la morphine, de ne pas faire ça tout seul et pour justement en vue de l'arrêter.
Donc vous avez dit un traitement multimodal, vous voulez peut-être nous expliquer ce que c'était, dans quel cadre c'était ce traitement? Oui, tout à fait. Alors, c'est 2 semaines qui se passent au CHUV à Lausanne. Donc, c'est fait par le service de rhumatologie du CHUV, sous l'égide du professeur Thomas Huglet. Et donc, ces 2 semaines, on est hospitalisé. On a des traitements avec de l'ergothérapie, avec de la physio à sec, physio-piscine, du chiro, de l'ostéo. On est suivi justement par Pedro. On est suivi par plusieurs autres personnes. Et à la fin des 2 semaines, on a un bilan le vendredi matin avec Pedro où il nous dit justement tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il nous conseille de faire au niveau médicaments, au niveau prise en charge et tout. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment un programme que je peux conseiller à toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques. Alors, Pedro, pour mieux comprendre le cas de Philippe, comment est-ce qu'on explique que la morphine, elle a quand même été prescrite alors qu'on sait que c'est pas une solution sur le long terme? Voilà, les mots clés là, c'est long terme. Donc, en médecine sans les opiacés, c'est impensable. Donc, les opiacés sont super importants. Si on arrive à l'urgence avec un caillot rénal, on a besoin de la morphine, sinon ça c'est l'enfer. Donc la morphine, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'utilisation à long terme de la morphine ou de n'importe quel opiacé. Même en sachant que à long terme, les opiacés sont beaucoup plus mauvais que bons et ils font partie du problème et jamais partie de la solution. Donc, pourquoi qu'on continue à les prescrire? C'est une question compliquée. Souvent, les médecins qui les prescrivent à court terme, mais le patient continue à avoir la douleur après. Il a l'impression que ça marche. Donc, il va faire une pression sur les médecins pour donner plus de le seul médicament qui a marché jusqu'à ces moments-là. Donc, ça vient souvent de patients. Et c'est vrai que les médecins, souvent, n'ont pas le temps de voir avec les patients ou de découvrir avec les patients les causes plus complexes des douleurs et de donner d'autres options pour soulager les douleurs. C'est une chose vraiment qu'on arrive à faire, par exemple, dans ces programmes multimodaux, parce qu'on a le temps, on a la possibilité, on a un regard plus profond. Donc, les médecins sont sous-chargés. Donc, c'est beaucoup plus facile de donner un médicament contre la douleur que aider les patients à faire des changements de vie qui pourraient peut-être aider à long terme. Puis on a beaucoup parlé justement dans le traitement des opiacés sur le long terme de la crise des opiacés qu'il y a eu aux États-Unis. Est-ce qu'en Suisse, en fait, c'est plus ou moins la même chose? Est-ce qu'on a aussi une autre crise des opiacés? Voilà, on ne parlait pas trop des crises d'opiacés en Suisse, mais c'est intéressant que quand on dit des crises d'opiacés, on parle du début de cet siècle, où les opiacés étaient vraiment un problème de santé énorme aux États-Unis. Il était le pays qui consommait le plus les opiacés pendant le monde et il avait tout le problème social qui venait avec. Et puis, ils ont fait un peu ce qu'il fallait faire. Et les États-Unis, maintenant, sont le 7e pays au monde en termes de consommation d'opiacés. Donc, la Suisse, 2015, elle était le 7e pays au monde en consommation d'opiacés. Et en 2019, elle a passé au 2e rang. Donc, c'est vrai que, et depuis là, et on parlait de 2019, on continue à monter la consommation. Depuis 2019, la consommation semble avoir monté presque 200%. Donc, on n'a pas un chiffre plus récent, mais il semble qu'on est les pays, on est sûrement entre les 5 pays qui consomment plus d'opiacés au monde. Philippe, aujourd'hui, on parle de dépendance, mais est-ce que vous vous considériez comme quelqu'un de dépendant? Est-ce que vous aviez des symptômes physiques ou psychiques de dépendance? Alors, je n'avais pas l'impression, mais je pense très certainement que oui, parce que j'avais beaucoup d'appréhension, le fait de devoir arrêter,
enfin, diminuer et arrêter. Donc, pour moi, morphine est égale à moins de douleur. Donc, du moment que Pedro m'avait conseillé d'arrêter, enfin, de diminuer pour l'arrêter, j'avais énormément d'appréhension et de peur de l'arrêter. Donc, je pense que oui, j'avais très certainement une dépendance. Oui. D'où l'importance vraiment de l'arrêter, enfin, de suivre un schéma dégressif pour l'arrêter, de ne pas l'arrêter d'un coup. Qu'est-ce qui vous faisait peur? C'était le fait que les douleurs reviennent encore plus fortes tout d'un coup? Oui, exactement. Oui. Malgré ce qu'il m'avait fait comprendre, c'est vrai que j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Il y avait, si je me souviens bien, d'autres symptômes qui font penser à en dépendance. Tout à l'heure, tu as parlé de irritabilité. Oui. Ça, c'est un symptôme de dépendance, donc une irritabilité. Et si je me souviens bien, à ces moments-là, tu étais un peu déprimé. Oui. Donc, c'est intéressant que l'utilisation chronique d'opiacés les provoque une dépression, une irritabilité, plus d'anxiété. Donc, ce sont des symptômes. Donc, c'est intéressant qu'il dit qu'il ne se sentait pas dépendant parce qu'il prenait l'opiacé d'une façon régulière. Donc, lorsqu'il ne sentait pas les syndromes de sévrage, il ne sentait pas le symptôme typique du syndrome de sévrage, mais il avait besoin, il avait le besoin de médicaments. Et même avec les médicaments, il était déprimé, il était irrité, anxieux. Mm-hmm. Ce sont des symptômes qui viennent souvent avec. D'accord. Et qui parlent pour une dépendance. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes que vous pouvez citer? Comment est-ce qu'on reconnaît une dépendance? Souvent, c'est difficile. Donc, quand on pense en dépendance, on pense à la dépendance typique des gens qui font n'importe quoi, qui commencent à prendre sans arrêt, qui cherchent plus en plus. Ça, c'est les stéréotypes. Et il existe, bien sûr, surtout sur les opiacés plus forts et d'utilisation récréationnelle, comme par exemple les fentanyl ou la héroïne, etc. Mais c'est rarement le cas avec le médicament qu'on utilise dans la médecine, dans le quotidien. Là, les symptômes de dépendance, c'est surtout cette anxiété d'avoir les besoins et les patients ou la personne commence à être moins et moins ouverte au monde et plus recluse dans son propre monde. Est-ce qu'il existe différents types de dépendance, différentes manières de vivre cette dépendance? Oui, bien sûr. Donc là, si on parle de type de dépendance, on dirait qu'il y a deux types, la dépendance chimique et la dépendance psychologique. Elles viennent souvent ensemble, mais sont des choses différentes. Donc la dépendance psychologique est exactement cette sensation qu'on ne s'en passe pas sans le médicament qui, là, on va avoir le besoin d'en prendre. Et la dépendance chimique, c'est vraiment le besoin du corps, le besoin de cette substance. Ces récepteurs, on parle maintenant des récepteurs, des circuits neuronaux, on parle de besoin du corps, qui est un peu différent de la dépendance psychique, même si ce sont liés souvent. Pedro, comment ça se passe dans votre cabinet si une personne vient avec la volonté peut-être d'arrêter ou de diminuer un médicament? Donc, c'est intéressant de dire que les patients que je vois au CHUV, au cabinet, sont des patients qui ont des douleurs chroniques. Donc, les opiacés sont presque jamais indiqués pour les patients avec douleurs chroniques. Donc, si les patients viennent déjà avec un opiacé, il y a déjà un besoin de proposer un sévrage, même si les patients ne se rendent pas compte qu'il a besoin de sévrer les médicaments. Comment est-ce qu'ils approchent ces sujets avec les patients? C'est vraiment cas à cas. Il faut que ce soit cas à cas. Par exemple, Philippe, j'ai pu démontrer un effet secondaire de l'utilisation chronique et avec la pancette, comme on l'a dit, qui c'est la hyperalgésie. Donc, j'ai démontré qu'un stimuli absolument anodine a provoqué une énorme douleur et que ça est secondaire
à l'utilisation chronique d'opiacés. Autre façon de faire, c'est de montrer les statistiques. Par exemple, là, on pourtant des statistiques qui montrent que l'utilisation chronique d'opiacés, surtout les patients avec fibromyalgie, provoque plus de dépression, d'anxiété, des risques de suicide, des idées suicidaires, risques de suicide, et plus de mortalité élevée. Bref, il faut montrer au patient ce qu'il va gagner avec l'arrêt de traitement. C'est la façon correcte d'adresser le sujet. Toutes les évidences montrent que c'est la meilleure chose à faire pour les patients. Puis quelles sont les différentes possibilités thérapeutiques qui existent pour arrêter ces substances? Classiquement, surtout quand quelqu'un prend un opiacé fort, classiquement, on faisait le changement d'une substance pour une autre. Donc, on arrêtait les opiacés forts, on passait à un opiacé faible. Par exemple, si le patient prenait la morphine, on passe à la méthadone, ou à l'héroïne, au fentanyl, on passe à la méthadone. C'est une approche très traditionnelle, mais qui n'était jamais démontrée en efficacité. Donc, bref, sauf des rares exceptions, la façon de faire, c'est de se mettre en accord avec les patients qui lui convient mieux pour peu à peu arrêter ces médicaments. Pour vous, c'était quoi la bonne manière d'arrêter ce médicament, Philippe? À quoi ça ressemblait votre arrêt de la morphine? Alors, en fait, moi, donc sous les conseils de Pedro, j'ai fait avec mon médecin traitant un schéma dégressif sur 14 semaines. Donc, par coup entre 10 mg ou une goutte par semaine d'arrêt. Et pour arriver à terme, donc au bout de 14 semaines, pour arrêter complètement la morphine. Mais c'était vraiment un long chemin sur 14 semaines. Il faut vraiment diminuer gentiment et sous surveillance médicale. Il ne faut pas faire ça seul. C'est vraiment être accompagné, c'est important. Donc vous étiez suivi par des spécialistes. Oui. Et est-ce que vous aviez mis en place des choses en parallèle de ce schéma dégressif? Oui, alors j'avais mis des choses en parallèle. J'avais mis justement de la cohérence cardiaque, j'avais mis des choses en parallèle, d'autres médecines en parallèle pour justement de la physio en piscine et tout, de la relaxation pour justement m'aider. Ostéopathie, chiropathie. Chiro, Voilà. Oui. C'est important parce que, comme on a parlé, la dépendance chimique, et pour ça, la seule solution, c'est l'arrêt, le sévrage doux. Mais par contre, tout le reste de la dépendance psychique, donc les patients, ils souffrent d'anxiété de l'arrêter. Les moments de l'arrêt, il a une augmentation temporaire de la douleur. Puis, les patients souvent se crispent, donc il a une douleur musculaire qui commence dans ces moments-là. Et souvent, il a des transpirations, ou il a des symptômes gastro-intestinaux qui viennent souvent. Donc, c'est important, surtout dans ces moments-là, que le médecin soit capable d'être à temps par le patient, parce que on doit lui donner des options pour gérer ces symptômes. Par exemple, on peut donner de myorelaxants, on peut donner de médicaments contre la nausée, le trouble intestinaux, etc. Donc, on peut remplacer l'opiacé pour d'autres médicaments contre les symptômes. Philippe, ça a été compliqué pour vous? Ça a été plutôt facile, cet arrêt de la substance? Comment vous le qualifieriez avec le recul? Alors, avec le recul, c'est vrai qu'il y a eu quelques effets secondaires, comme disait Pedro avant, mais en même temps, j'ai été très étonné parce que plus j'ai diminué la morphine, moins j'avais mal. Donc, c'était vraiment très étonnant. Donc, j'étais surpris en bien, quoi. Donc, je pense que la manière dont Pedro m'a fait comprendre les choses avec l'histoire des pincettes, ça m'a réconforté, ça m'a fait du bien et ça m'a vraiment fait comprendre les effets de la morphine. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu aidé aussi dans ma tête, dans mon chemin de sevrage, c'est de me dire, mais en fait, voilà, il faut que je l'arrête.
Et donc, j'ai entamé ça vraiment d'un bon œil. Et ouais, j'ai vraiment été surpris dans le fait que plus je diminuais, moins j'avais de douleur. Donc, c'était vraiment une chose très, très bien, quoi. Ouais, j'ai vraiment été surpris. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de reprendre ou besoin de reprendre de la morphine, ou est-ce que ça vous a fait peur de justement être tenté d'en reprendre? Non, alors vraiment pas. J'ai vraiment calculé tout pour ne plus en avoir du tout à la maison à la fin et de ne plus en recommander. Et non, je n'ai pas envie. Je pense du fait que justement j'ai compris les effets néfastes à long terme de la morphine que j'ai pas envie d'en reprendre en fait. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. Et même maintenant dans l'association, on fait passer le message que justement, alors ça a un effet, je pense, bénéfique sur les douleurs à court terme, mais pas sur les douleurs à long terme. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on fait passer maintenant. Alors Pedro, est-ce que plus tard, reprendre un antalgique auquel on a eu une dépendance par le passé, cela peut poser problème et réactiver la dépendance? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, souvent, on a besoin, si là, une douleur aiguë, de donner au patient à nouveau un antalgique. Comme toujours, on va essayer d'abord avec un non-opiacé, mais si ce n'est pas suffisant, donner un opiacé à court terme, ça ne va pas provoquer à nouveau la dépendance ni le besoin d'en prendre plus. Donc, à nouveau, on peut utiliser ces médicaments, mais toujours à court terme. Alors, Pedro, en préparant ce podcast, vous m'aviez dit que la douleur, elle était contextuelle. Ça veut dire que travail difficile, situation de vie un peu compliquée, la douleur est amplifiée et inversement, dans des périodes moins chargées, la douleur est moins forte. Quel est le rôle du contexte par rapport à la douleur? Très bonne question. La douleur est toujours dans un contexte. C'est intéressant une petite anecdote, on faisait avant une espèce de lobotomie dans le cerveau de patients avec cancer, avec une douleur épouvantable. Et après cette lobotomie, les patients disaient qu'ils continuaient à ressentir les douleurs, mais ça ne lui gênait plus. Donc c'est intéressant que cette lobotomie, elle est séparée le centre de perception de la douleur, si vous voulez, du centre affectif. Donc ce qui rend la douleur mauvaise, c'est le contenu affectif qu'on lui pose. Donc, ça veut dire que vraiment les contenus affectifs, donc le contexte où la douleur est créée, est si important que l'intensité de la douleur elle-même. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'enlever les patients du contexte où il est pour traiter la douleur. Là, c'est souvent la magie du programme d'hospitalisation chauve. Mais il faut avouer que les patients vont retourner à un moment donné, dans 2 semaines, dans la vie normale. Et puis, souvent, il n'est pas préparé pour ça. Donc, je me doute si là, on a un vrai avantage d'éloigner les patients de son métier. Donc, aussi, il faudrait exactement travailler les patients dans le métier où il est pour faire une adaptation à long terme. Philippe, vous, après votre arrêt de la morphine, est-ce que votre contexte de vie il a changé aussi? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de douleur, ça s'accompagne aussi d'un changement de contexte? Oui, alors totalement. Oui, alors c'est clair. Mais j'ai aussi la tête moins dans le brouillard, comme on dit. Donc oui, alors ma vie a complètement changé. Donc j'ai revu pas mal de choses. J'ai aussi revu complètement ma médication avec mes médecins, avec mon médecin de famille et mes médecins qui me suivent. Et donc j'ai repris. Alors je peux pas reprendre une vie professionnelle parce qu'avec la fibromyalgie c'est pas possible. Parce qu'il y a quand même des conséquences de la fibromyalgie qui ne permettent pas. Mais j'ai repris une petite activité en tant que bénévole dans une association. Mais voilà, oui, ça m'a quand même permis de prendre des petites choses, oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre pour vous aider à gérer les douleurs? Vous avez parlé de physio, d'ergo, de méditation, de cohérence cardiaque, de relaxation. Ce sont des habitudes que vous avez dû prendre?
Oui, alors j'ai un agenda de ministre, pardon. Mais oui, alors toutes les semaines, j'ai la physio, j'ai une fois par mois le chiro, une fois par mois l'ostéo, j'ai la relaxation, je fais de la cohérence cardiaque, je fais vraiment pas mal de choses pour justement essayer de me relaxer au maximum, de ne pas trop en faire non plus sur la journée. Donc, je gérer mon emploi du temps, de faire qu'une activité par jour. Ça, c'est aussi important. Et j'ai eu le droit aussi à l'accompagnement d'une ergothérapeute pour aménager mon domicile et tout, pour que ça soit adapté à ma situation. Plus les rendez-vous réguliers, je vois une fois par mois mon médecin traitant, plus les autres médecins qui me suivent, donc régulièrement aussi. Donc, c'est vrai que j'ai un emploi du temps bien chargé. Pedro, la douleur chronique et la gestion de la douleur chronique, alors c'est le centre de votre métier. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre dans ce podcast, des éléments qui pourront peut-être aider les personnes qui nous écoutent, des personnes qui vivent peut-être avec des douleurs chroniques? C'est vraiment un grand défi de résumer tout ce qu'il faut dire sur la douleur chronique dans une seule réponse. Mais je dirais que le plus important, c'est de dire que la douleur chronique, elle est complexe, bien sûr, et elle est liée à neurologiquement des connexions dans le cerveau, physiquement de troubles biomécaniques, ça veut dire une façon anormale de bouger, qui ont jamais changé dans 2 semaines, 3 semaines ou 6 mois. Donc, les changements, ils se donnent à long terme. Il faut que le cerveau fasse de nouvelles connexions. Il faut que le corps retrouve la façon physiologique de bouger. Il faut que toute l'ambiance du patient se change avec lui. Donc, ce sont des choses qui dépendent du temps et d'un effort en continu, au moins dans les premiers 6 mois, 1 année. Donc, bref, pour changer n'importe quel contexte de douleur chronique, il faut changer petites choses dans la routine de cette personne qui, à long terme, va provoquer les changements qu'il désire. C'est jamais rapide et il ne faut jamais abandonner la tentative après 1 échec, 2 échecs. Il faut toujours trouver la façon de faire à long terme. Alors Philippe, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais vous êtes donc le président de l'Association suisse des fibromyalgiques. Qu'est-ce que vous mettez en place avec cette association pour vous aider mutuellement entre personnes concernées? Alors nous, on a une permanence téléphonique le matin ainsi qu'en soirée aussi, du lundi au jeudi. Nous proposons aussi des ateliers de modulation de la douleur et 15 groupes d'entraide répartis dans toute la Suisse romande. Donc, toutes les personnes intéressées peuvent retrouver toutes les informations sur notre site web www.suisse-fibromyalgie.ch. Est-ce que vous voulez adresser vous aussi un message aux personnes concernées, un petit mot de la fin? Alors oui, effectivement, si les personnes concernées, je leur conseille s'ils arrivent à diminuer la morphine ou à la stopper, mais pas tout seul, c'est vraiment important d'être accompagné et surtout par palier, de ne pas l'arrêter d'un seul coup, parce que c'est là que ça cause vraiment des problèmes. Il faut vraiment être accompagné et par palier, c'est vraiment la priorité. Et n'ayez pas peur, moi j'ai eu beaucoup d'appréhension, comme je disais, de peur, mais il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment, on est surpris en bien quand on diminue et quand on arrête. Vous avez écouté le 17e épisode du podcast Le rhumatisme et moi. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les manières non médicamenteuses de traiter la douleur, l'édition de mai 2025 du magazine de la Ligue suisse contre le rhumatisme Forum R traite le sujet en profondeur. Les personnes intéressées peuvent commander un exemplaire gratuitement en écrivant à l'adresse communication@rheumaliga.ch. Et en cas de suspicion de dépendance, vous pouvez vous adresser directement à infodrogue.ch et safezone.ch. Tous les liens cités ici sont aussi écrits dans la description du podcast.